Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce Ici 19-20 en Lorraine. Ravi de vous accueillir dans ce cadre verdoyant pour parler biodiversité en direct du parc naturel de Sainte-Croix où se déroule en ce moment la 4e édition des rendez-vous de la biodiversité. Vous retrouverez bien sûr Régis Godu pour la suite de l'actualité en Lorraine et dans le monde. Mais tout d'abord, bonsoir et bienvenue à nos deux invités. Yves Muller, président de la LPO Alsace, la Ligue de protection des oiseaux et vice-président national. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et Gérard Renoir, vice-président du parc naturel régional de Lorraine et ancien président de la Chambre d'agriculture. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent avec nous ce soir. Nous retrouverons également Valentin Piovesan en direct depuis les enclos du parc. Mais tout d'abord, je vous propose de dresser un état des lieux de l'état de la biodiversité dans notre région. La situation est-elle vraiment si catastrophique? On voit cela tout de suite en images avec ce reportage de Valentin Piovesan et on se retrouve juste après. La biodiversité en Lorraine s'effondre. Forêts, rivières, prairies, même si elles restent variées, de nombreuses espèces sont menacées, en particulier les oiseaux des prairies. L'alouette des champs accuse une baisse de 40% de ses effectifs nicheurs. Le râle déjeuner est l'un des oiseaux les plus menacés d'Europe. Il pourrait même être le prochain à disparaître du territoire français. En Lorraine, seulement une poignée de mâles chanteurs sont encore présents dans le nord de la Meuse. Dans les milieux forestiers, la situation n'est guère plus réjouissante. Exemple avec le grand tétras dans les Vosges. Ils étaient plus d'1 millier en 1939, puis une cinquantaine en 2005, pour tomber aujourd'hui à seulement une dizaine. Globalement, sur environ une centaine d'espèces d'oiseaux de Lorraine, une soixantaine est en déclin, une tendance comparable à celle constatée au niveau national. Dans le Grand Est, sur la période de 2012 à 2020, 1,8 million de mètres cubes d'arbres morts chaque année, classant la région en 2e position de la plus forte mortalité, notamment liée à l'attaque de scolytes. Pour tenter d'améliorer ce tableau noir de notre biodiversité régionale, il faudrait par exemple restaurer les milieux naturels, avec notamment les zones humides, ces espaces intermédiaires entre la terre et l'eau, très riches en biodiversité. Autre aspect, la promotion d'une agriculture durable avec la suppression de l'emploi des pesticides, mais également agir dans les zones urbaines et périurbaines en végétalisant les villes. Yves Muller, ce constat, malheureusement, vous le connaissez bien. Oui, effectivement. Nous avons édité la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés du Grand Est. Et sur 199 espèces qu'on a recensées, il y en a 92 qui sont classées en liste rouge, donc menacées de disparition. Certains en raison d'effectifs très faibles, d'autres en fonction des baisses d'effectifs ou de la répartition qui est de plus en plus faible. Les hirondelles, par exemple, qu'on voyait beaucoup, se font de plus en plus rares. Bon, effectivement, les hirondelles, c'est l'exemple classique qu'on donne, qui est lié à la disparition des insectes. On a des chiffres alarmants qu'en 30 ans, 75% des insectes ont disparu. Donc les hirondelles, qui sont des insectivores stricts, vont ont des effectifs de plus en plus faibles. Alors ça, c'est une des raisons, parce que j'allais vous demander pourquoi les oiseaux, pourquoi sont-ils si durement touchés? Ils sont touchés à cause de la régression des milieux naturels, les milieux naturels qui leur sont favorables. On a vu dans le reportage les milieux ouverts, les grandes prairies, les forêts, les zones humides régressent un petit peu partout. Et donc les oiseaux qui occupent tous ces milieux sont menacés en premier. Les pesticides également vont Bien détruire. sûr, les pesticides sont responsables de la baisse des quantités d'insectes. Avec beaucoup de pesticides, moins d'insectes, donc moins d'hirondelles. Il y a tout de même du positif. Certaines espèces reviennent dans notre région. Oui, on avait ce matin une table ronde sur le réensauvagement, puis on a noté des espèces qui sont revenues, qui progressent lentement, la cigogne noire, le balbuzard, le pigargue. Donc il y a un peu d'espoir à partir du moment où on fait des efforts, où ces espèces ne sont plus détruites comme systématiquement autrefois, et qu'on préserve leur milieu naturel. C'est toujours les milieux naturels qui sont les plus importants. Alors, quelle est selon vous la principale mesure à prendre, la plus urgente pour protéger ces oiseaux? C'est ce que je viens de dire, protéger les milieux naturels. À partir du moment où on a des milieux favorables, les espèces se maintiennent ou reviennent. Et on a des exemples de choses qui se font. Citer
au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau associatif. On a la LPO qui a 59 000 refuges LPO en France, donc plusieurs milliers en Lorraine aussi. Il y a le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine qui gère près de 400 réserves, sites ou réserves sur près de 10 000 hectares. Donc les choses se font. La région Grand Est va créer 10 nouvelles réserves régionales. Donc on est sur la bonne voie, mais il faut continuer et vraiment persévérer. Merci beaucoup Yves Muller. L'importance de préserver les habitats naturels des oiseaux. On va en parler justement avec Valentin Piovesan qui se trouve près des étangs qui sont des zones de refuge et de nidification essentielles pour bien des espèces. Oui Sophie, et regardez, on est à côté d'un étang, le voici, on est au poumon de la biodiversité et rien que pour vous ce soir, on a choisi l'un des meilleurs points de vue pour observer ce vivant. Alors cet étang, c'est un aménagement du parc pour favoriser le retour mais également le maintien de la biodiversité. Et ce soir, on en parle avec vous, Lucas Singer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint du parc de Sainte-Croix. Alors je le disais, cet étang, c'est un aménagement phare du parc parce qu'il a permis de restaurer un écosystème mais également de sauver des espèces. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Donc, depuis 45 ans où cet étang a été creusé par mon grand-père, il y a des milliers d'oiseaux, plein d'espèces et notamment aussi de la flore qui s'est réinstallée. Et ici, on peut observer notamment la migration tout au long de l'année. Est-ce que ces aménagements comme cet étang, mais ce parc d'une manière générale, c'est pas une façon de se reconnecter avec le vivant, les animaux? C'est déjà un lieu où on a laissé sa place au vivant en fait. Et donc, c'est déjà commencé par essayer de comprendre comment. C'est le réensauvagement en fait, c'est laisser sa place au vivant. Et ici, nos visiteurs peuvent découvrir tout ce vivant-là et se reconnecter avec. Alors on sait que la sensibilisation du grand public à la biodiversité est essentielle pour sa conservation, mais nous, à notre échelle, nous citoyens, quelles sont les actions concrètes qu'on peut entreprendre chez soi pour conserver au maximum, si on peut dire, la biodiversité? Je dirais, au lieu de rester chez soi, c'est de commencer par sortir finalement pour se reconnecter à cette nature-là, que ce soit dehors, que ce soit en forêt, remettre les mains dans la terre et puis comprendre aussi, se renseigner, apprendre sur d'où vient ce qu'on mange par exemple, tout vient du vivant. Il faut se connecter à la nature, c'est comprendre ça, c'est que notre alimentation notamment vient du sol. Lucas Singer, quel est votre plus grand espoir pour la biodiversité pour les années à venir? Je crois qu'en fait, c'est surtout que laisser sa place au vivant, c'est quand même une belle nouvelle. C'est pas quelque chose. Alors ça peut être très difficile au départ, mais finalement c'est bon pour tout le monde. C'est bon même pour notre bonheur. C'est très basique, mais laisser sa place au vivant, c'est quelque chose de très agréable. On ne parle pas d'un retour en arrière, mais vraiment d'un véritable progrès. Merci beaucoup Lucas Singer. Ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il faut sortir de chez soi pour préserver davantage la biodiversité. Absolument. Merci beaucoup. Et on va vous laisser avec ces images de cet étang. 4 hectares d'étang avec une biodiversité plus que présente. Et c'est un aménagement phare du parc il y a désormais plus d'une quarantaine d'années. Préserver la biodiversité, cela passe aussi et avant tout par une transformation de nos pratiques agricoles, encore largement tournées vers la course au rendement à grand renfort de pesticides. Et pourtant, un autre modèle est possible, ça s'appelle l'agroécologie. Alors l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? Explication tout de suite avec ce reportage de Valérie Odile et Styliana Pev. Ça fait plusieurs années qu'Aurélie Toussaint s'évertue à faire revivre les mares sur les exploitations agricoles du parc naturel régional de Lorraine. Son objectif, conserver la richesse de la biodiversité locale. Je pense que c'est des larves de tritons crêtés. C'est très bon signe et je vois également un tout petit étard de rainette verte. En seulement 2 ans, la restauration de la mare a permis le retour des amphibiens protégés, des dizaines de libellules, des oiseaux et même des petits mammifères, tout en rendant service aux éleveurs. L'intérêt pour les agriculteurs, il est dans l'abreuvement du bétail, sans que l'agriculteur ait à apporter de l'eau sur la parcelle. Il faut savoir que le niveau baisse fortement lors d'années sèches. Les agriculteurs doivent apporter des tonnes à eau régulièrement sur la parcelle, donc ça les déleste de ce travail-là. Les mares ne sont pas les seuls outils qui permettent de réconcilier la nature et l'agriculture. Les haies, plantées en bordure ou au milieu des parcelles, comme ici à la ferme Romée, ont de nombreux avantages, même si elles empiètent sur la surface agricole. Ça apporte déjà toute une biodiversité qui est présente. Nous, ça nous apporte de l'ombre aussi, ça coupe du vent. Et puis par la suite, quand les arbres se seront bien développés et puis les haies feront plusieurs mètres de haut, ça va puiser les ressources en eau qui sont dans le sol, que ça les remonte en surface. Et donc nous, on a un bénéfice aussi sur les prairies. Et puis ça apporte, quand la tombe des feuilles, de la matière organique au niveau du renouvellement des parcelles.
Dans le Toulois, pour préserver la biodiversité et les pollinisateurs, 250 agriculteurs ont semé des plantes mellifères après récolte. Et les résultats sont satisfaisants. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus d'insectes dans les champs, plus d'auxiliaires qui pouvaient intervenir sur les prédateurs des cultures existantes ou à venir. Tout était intéressant à la fois par rapport au carbone, à l'humus stocké et également l'azote qu'on pouvait avoir dans ces intercultures-là et qui sont une économie d'engrais pour les agriculteurs. Autant d'exemples qui prouvent que l'on peut concilier agriculture et protection de la nature. Gérard Renoir, vous qui connaissez bien le travail des agriculteurs, l'agroécologie, ça vous inspire quoi? C'est un peu un mot fourre-tout. Hein. On en parle tellement qu'on finit par savoir quel est le sens. Les paysans ont toujours pratiqué l'agroécologie sans le savoir. Hein. Et c'est un peu comme le médecin sans le savoir. C'est aussi efficace que quand on utilise les mots. Moi, j'aime pas me bercer avec les mots. Hein. Les exemples qui viennent d'être cités sont plus parlants que tout le vocabulaire qu'on peut imaginer. Et ça prouve surtout que les paysans ne sont ni ignorants ni indifférents à la biodiversité. Et puis ça prouve aussi qu'ils savent multiplier les initiatives en sa faveur. Parce qu'effectivement, c'est des pratiques en fait un peu oubliées, mais c'est du bon sens. Pourquoi alors est-ce que c'est si difficile à mettre en place? Pour les paysans, mettre en place des actions dites de bon sens n'est pas un problème. Hein. C'est naturel, c'est leur naturel. Hein. Est-ce qu'il faut plus les accompagner? Est-ce qu'il faut des moyens tout de même? Il faut plus respecter les paysans aussi dans l'exercice de leur métier, parce que se lever tous les matins pour savoir qu'on va en prendre plein la figure par tout un ensemble de réseaux médiatiques plus ou moins sociaux n'encourage pas non plus à faire bien. Parce que les paysans qui font bien et qui sont constamment vilipendés pour ce qu'ils font soi-disant si mal, finissent par se décourager. Il y a un sujet justement très crispant. On va en parler de cette proposition de loi Duplon qui vise à autoriser à nouveau certains pesticides, notamment un néonicotinoïde qui était interdit en France depuis 2018. Est-ce que ce n'est pas tout de même un retour en arrière? Alors, je trouve ça très singulier qu'on ne se souvienne, dans la loi Duplon-Ménonville, qu'on ne se souvienne que de l'usage du retour d'un pesticide qu'on n'utilise quasiment pas en Lorraine, puisqu'il est surtout considéré comme intéressant sur les betteraves et sur les noisettes. On ne peut pas dire que ce soit la culture dominante chez nous, mais on parle quand même que de ça, quoi. La loi Duplon, c'est une multitude d'articles qui visent à redonner aux paysans l'envie de faire leur métier correctement, avec bon sens. Et surtout, si je devais résumer la loi Duplon, j'ai entendu ce monsieur-là nous la présenter. Tout ce qu'il propose, c'est du bon sens, et c'est du bon sens qui n'arrive pas à passer le cap des assemblées avec une multitude de députés qui n'ont jamais mis les pieds dans les champs et qui veulent donner des leçons aux paysans. Ça, c'est mortel. Les néonicotinoïdes, on sait que ça tue les abeilles, alors que 75% des cultures alimentaires en Europe dépendent de ces insectes pollinisateurs. Ce n'est pas non plus une solution sur le long terme pour les agriculteurs. Non, mais parlons plutôt de tout ce que les paysans font de bien pour les abeilles, parce qu'on est dans un métier qui se raisonne en termes de bilan. Hein, et lorsque le plus est bien supérieur aux aspects négatifs, il faut le dire aussi, quoi, mais on ne le dit jamais. Comment est-ce qu'on fait justement pour encourager ces bonnes pratiques, pour soutenir ces agriculteurs qui veulent aussi préserver la nature? En fait, comment on fait pour concilier tout ça, utiliser moins de pesticides et continuer à produire, à nourrir les Français? On commence par changer le vocabulaire, parce que tous les noms en « il » ont déjà une connotation très très négative. Si on parle de produits de soins des plantes, c'est quand même mieux, quoi, hein. Mais non, on ne dit jamais ça. Et il faut quand même savoir que de moins en moins de paysans, parfois même de moins en moins d'hectares à cultiver, hein, et une population toujours plus grande à nourrir, s'il n'y a pas l'usage de ce qu'on appelle les termes du progrès, c'est-à-dire les produits de traitement, les semences de qualité, etc., sont des éléments qui permettent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc il ne faut pas considérer qu'on peut atteindre des résultats sans utiliser ce que j'appelle moi tous les termes de progrès. Hein. Et lorsque le progrès, ça s'appelle pesticide, c'est une connotation trop négative. Donc moi je pense qu'il faut faire confiance aux paysans, c'est des gens de bon sens, et ils n'utilisent pas pour le plaisir des produits qui seraient considérés comme dangereux. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Valentin Piovesan à présent pour évoquer le thème de cette 4e édition des Journées de la biodiversité, le réensauvagement, un sujet sur lequel le parc de Sainte-Croix est particulièrement mobilisé.
Ah oui Sophie, depuis la création du parc, c'est un peu plus d'une centaine de réensauvagements ici au parc de Sainte-Croix, favoriser le retour des espèces sauvages dans leur milieu naturel, comme ces espèces emblématiques, le loup, l'ours brun ou encore même le lynx. Et pour ce faire, le parc de Sainte-Croix fait appel à des associations pour ce réensauvagement. Et c'est le cas de l'Observatoire des carnivores sauvages avec vous, Éric Mochot. Bonjour. Expliquez-nous concrètement quelles sont vos missions à vous sur le terrain. Alors les missions de l'Observatoire des carnivores sauvages, ça va être essentiellement le suivi des espèces emblématiques des Vosges, donc le lynx, le loup, le chat forestier, et puis une nouvelle espèce maintenant qui est le chacal doré qui intervient aussi dans les Vosges. Oui. Faisons un état des lieux de la situation en Lorraine. Comment se porte l'espèce sauvage dans notre région ? Alors du côté du loup, on n'a pas de meute dans les Vosges. On a essentiellement des individus de passage qui vont traverser les Vosges généralement à la recherche d'un nouveau territoire, mais qui n'arrivent pas aujourd'hui à se stabiliser. Et du côté des lynx, on a à peu près 10-12 individus qui sont recensés dans le massif aujourd'hui. Vous dites que le sauvage, ça vous procure une sorte de sensation d'émerveillement. Expliquez-nous. Alors effectivement, c'est sûr, voir ces animaux mythiques, un petit peu fantomatique pour le lynx, pouvoir les voir dans leur environnement, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. On les repère essentiellement grâce à des pièges photos et les voir de visu, c'est quand même très rare. C'est des animaux qui sont craintifs et qui vont avoir tendance surtout à fuir l'humain. Aujourd'hui, quel est le message que vous pourriez donner au public lorrain sur la place du sauvage dans le futur ? Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces animaux-là, pour bien s'implanter, ils ont besoin de calme, de quiétude, d'être dérangés le moins possible, de faire attention aussi à eux quand ces animaux-là traversent les routes, notamment aussi en période de reproduction, pour éviter justement les chocs et des décès inhabituels et involontaires. Oui. Merci beaucoup Éric Mochot, et c'est important donc de rappeler que ce réensauvagement joue une place essentielle dans la préservation de la biodiversité. La spécificité du parc de Sainte-Croix, c'est aussi de s'être donné pour mission, dès son ouverture en 1980, de sensibiliser le public à cette nature si fragile. Et aujourd'hui, le parc décerne même un prix au projet novateur, le prix Sainte-Croix École de la Nature, qui revient cette année à la ferme des Deux Mains à Docelles, dans les Vosges. Une ferme agroécologique montée par un couple, une psychomotricienne et un opticien qui ont changé de vie. Découverte de leurs ateliers pédagogiques avec Valérie Odile et Styliana Pev. Là, on va mettre de la consoude et puis on a des boutures de framboisier et puis des petits fraisiers aussi. Aujourd'hui, sur la ferme des Deux Mains, c'est classe verte. Anne-Lise fait office de maîtresse. Elle enseigne aux enfants des villages voisins différentes techniques agroécologiques qu'ils utilisent sur leur exploitation depuis bientôt 8 ans. Comment protéger les pieds de poirier, par exemple. C'est important pour moi qu'ils puissent prendre soin du vivant de manière générale et pas que de l'humain, quoi. Voilà, des végétaux, des animaux, en diversifiant leur environnement. Et puis qu'ils apprennent aussi à faire ensemble, à s'organiser dans les tâches qu'ils ont à faire, dans l'espace, en faisant attention avec les outils. C'est important de s'occuper de la nature ? Bah oui. Pourquoi ? Parce que sans elle, on n'a pas à manger. On n'a pas de légumes, on n'a pas de fruits. Déjà, nous, on ne pourra plus vivre. Et puis, c'est important parce que la nature, sinon, elle sera malade. Lors d'un précédent atelier, les enfants ont construit cette haie syntropique qui mélange arbres fruitiers, petits fruits et légumes pour éviter de traiter. En plus de développer la conscience du vivant, Anne-Lise leur permet aussi de libérer leur créativité. Une activité complémentaire de celle qu'ils font à l'école. Des enfants pour qui la classe c'est compliqué, pour qui être assis et être dans les apprentissages vraiment très scolaires, là c'est pas là qu'ils sont à leur place. Quand on était à planter, les mains dans la terre, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles et ils étaient très fiers d'eux. Ce projet de ferme pédagogique, Anne-Lise et son mari Johan veulent l'étendre aux adultes et aux personnes en situation de handicap. Les 10 000 € du trophée de la biodiversité vont leur permettre de réaliser ce rêve. Moi, je suis convaincue que le monde a besoin de gens qui sont plus en lien avec la nature, avec le rythme des saisons, avec les végétaux, les animaux. Et les relations entre les enfants sont vraiment beaucoup plus apaisées dehors.
Voilà pour cette édition spéciale biodiversité. Merci à nos deux invités et merci à vous d'avoir été présents avec nous tout au long de cette journée en direct du Parc naturel de Sainte-Croix. L'information continue tout de suite avec la suite de ce 19-20 présenté par Régis Godu. Très bonne soirée.